Sérieux, maître Éric Delcroix, essayiste, avocat, pour ce thème, État de droit et gouvernement des juges, quels présupposés, quels fondements, quelles conséquences? Tout le monde parle de l'état de droit, tout le monde, et pourquoi? Comme si c'était quelque chose qui avait toujours existé. Et on s'aperçoit que, comme tout le monde en parle, à commencer par les médias, à commencer aussi par les politiques, on a l'impression donc que c'est quelque chose de normal qui a toujours existé. Quand je faisais mes études de droit dans les années 60, le concept même d'état de droit n'existait pas en France. Seul le doyen Vedel avait prononcé l'expression dans un aparté qu'il avait fait dans un cours de droit administratif sur le droit comparé. Mais le droit français ne connaissait pas l'état de droit et l'État français n'était pas un état de droit. L'état de droit, c'est lorsque le juge est au-dessus de la loi formelle. C'était complètement contraire à nos traditions. Et l'état de droit, quand est-ce qu'il est arrivé en France? Il n'y a pas si longtemps que ça. Le premier, apparemment, qui prononce l'expression état de droit, c'est Giscard d'Estaing, en 1977, lorsqu'il décide de permettre à 60 députés ou sénateurs, à 60 parlementaires, de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel va en profiter pour faire un coup d'État juridictionnel en 1971. En 1971, les juges du Conseil constitutionnel vont inventer le concept dont a parlé M. Geoffroy il y a quelques instants, de bloc de constitutionnalité. C'est-à-dire que ces juges ont dit tout à coup qu'ils n'étaient pas tenus simplement d'appliquer les articles de la Constitution, qui sont essentiellement techniques et objectifs, mais qu'ils pouvaient s'emparer des textes qui sont dans le préambule de la Constitution et qui étaient des principes affirmés de façon déclamatoire selon une tradition qui remonte à, je crois, 1795, mais qui n'avait aucun effet de droit positif. Alors ensuite, on a continué sur cette lancée et sous Sarkozy, nous avons vu la possibilité de la justice, que ce soit la justice judiciaire avec la Cour de cassation, que ce soit la justice administrative avec le Conseil d'État, la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité d'une loi française, ce qui n'existait pas depuis la chute de l'Ancien Régime. Alors maintenant, vous avez, depuis 1981, la possibilité de saisir également la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez la Cour de justice de l'Union européenne. Toutes ces institutions dites européennes appliquant en général une procédure de tradition anglaise. Alors, de plus en plus, les juges se croient, tradition anglaise, rule of law, se croient libérés de la lettre de la loi. Contrairement à la tradition romano-germanique du droit romain, eh bien, ils interprètent, les Anglais, traditionnellement, les juges anglais interprètent la loi en haine de la loi, parce que la loi est subsidiaire, il y a la coutume qu'ils créent eux-mêmes qui préexiste. Alors toutes ces conséquences font que maintenant, les juges font ce qu'ils veulent, et en faisant ce qu'ils veulent, ils font plus du droit, mais ils font de la morale. Ils mélangent les deux choses. Et en matière de morale, eux qui ont été formés par des facultés de droit, ils ne sont pas très bons. Et Philippe Nemo, ce philosophe français, a indiqué comment il voyait les choses. À partir du moment où le juge se libère de la lettre de la loi et qu'il fait de la morale, il n'a pas, je cite, « il n'a pas de critères rationnels proprement juridiques pour juger les affaires qu'on leur soumet. Ils ne peuvent, les juges, que recourir à des hypothèses, à des supputations indémontrables.
n'étant pas censés connaître par cœur l'éthique à Nicomaque, le De Officiis, ni la somme théologique, ils sont en matière de jugement moral et de discernement des esprits à peu près au niveau de Madame Soleil. Alors, les choses sont allées très loin, parce que nous avions effectivement, comme le disait très bien M. Geoffroy tout à l'heure, nous avions un principe de séparation des pouvoirs. Et la Constitution de 1958, effectivement, avait veillé à ne pas parler du pouvoir judiciaire, mais simplement de l'autorité judiciaire. Alors, l'état de droit que l'on voit infecter le système français, il a bien sûr des fondements historiques et il faut les connaître. Alors, très rapidement, et effectivement, il a existé sous l'Ancien Régime. Il a existé jusqu'à la Révolution française, l'état de droit. C'est-à-dire que les parlements, à l'époque, il s'agissait des juges, et non pas du Parliament britannique politique, eh bien, ils appliquaient les édits éventuels, mais ils faisaient du droit coutumier. Alors, comment cela se passe? Il faut que vous sachiez qu'en matière de droit, il y a, bien sûr, pour l'appliquer, la justice. Or, il faut savoir, c'est un principe sur lequel il faut raisonner toute chose, il n'y a pas de métaphysique de la justice. Il y a une métaphysique du pouvoir, car c'est le pouvoir qui va sécréter la justice, aussi bien à Rome qu'en France. En France, vous vous souvenez, l'image de Saint-Louis rendant la justice sous son chêne à Vincennes. Et puis, les choses s'affinant, eh bien, les rois ont fini de cette justice qu'on appelait retenue à faire une justice déléguée en la déléguant à des juges, en la déléguant au Parlement. Et puis, les parlements, appliquant un droit coutumier qu'ils inventaient, comme tous les droits coutumiers, ce sont les juges qui les inventent, eh bien, le roi était obligé, pour remettre un peu d'ordre, pour faire appliquer ses édits écrits, il était obligé de faire ce qu'on appelle des lits de justice pour s'imposer en retirant la justice déléguée et en faisant la justice retenue la sienne. C'était très compliqué. Alors Louis XV, soutenu par un certain Maupoux, a fait une réforme considérable. En 1771, il a liquidé les parlements et installé une justice moderne avec des juges nommés et qui seront inamovibles comme on le connaît aujourd'hui. Patatras, dès 1774, Louis XVI, et ça sera un petit peu le début de la Révolution, Louis XVI va reculer là-dessus et livrer à la vindicte les juges qui avaient été nommés précédemment par les anciens parlementaires qui se sont vengés. Et en 1774, Maupoux, très désabusé, dira, je cite, « Monsieur le roi ne peut avoir d'autre reproche à me faire que de mon trop grand zèle pour le maintien de son autorité. Je lui avais fait gagner un procès qui durait depuis 300 ans. » Exit, il y aura la Révolution, il y aura la codification. Mais l'état de droit n'est pas un concept français depuis la chute de l'Ancien Régime. Alors l'état de droit, eh bien, tel que nous le connaissons, c'est un concept allemand. L'état de droit, c'est le Rechtsstaat. C'est une conception qui a été inventée au XIXe siècle par un juriste prussien qui s'appelait Robert von Moll, qui 1799-1875. C'est la justice transcendant la loi formelle. Et c'est une tradition allemande qui survit aujourd'hui, comme le disait très bien M. Geoffroy, avec Habermas, mais qui est continuelle depuis le XIXe siècle par rejet, par haine de la codification et du droit romain. L'article 19 du programme dans 25 points du Parti national-socialiste allemand, du parti hitlérien, était pour l'état de droit qu'il appelait Volksrecht, c'est-à-dire que le juge pouvait outrepasser la loi, y compris la loi pénale, ce qui est assez désagréable pour un avocat et encore plus pour un accusé.
Eh bien, aujourd'hui, c'est au nom de la tradition de la Constitution que le juge allemand peut outrepasser la loi. C'est tout à fait quelque chose d'inacceptable pour nous, et ça donne bien sûr aucune garantie, puisque c'est l'état de droit, c'est le juge qui finalement va avoir ces critères, des critères arbitraires, puisque des critères qu'il peut toujours changer. Alors, la deuxième composante de l'état de droit dans sa vision moderne, c'est d'une part donc allemand, et d'autre part c'est américain. C'est américain depuis 1803. Les Américains avaient eu l'idée un peu sotte, qui n'existait pas à l'époque, nulle part, qui était de créer une cour constitutionnelle. Et cette cour constitutionnelle va en profiter dans une décision Marbury contre Madison en 1803 pour dire qu'elle peut juger de la légalité constitutionnelle des lois votées par la représentation démocratique. Alors ça a pris des proportions considérables et caricaturales, puisque la Constitution américaine, du coup, va servir d'exemple à nos dérives actuelles. Les Américains ont l'habitude de mettre les droits individuels dans la Constitution. Par conséquent, ça peut être à tout moment jugé et détruit par les juges. Dans le droit français, les droits individuels ne figuraient pas dans la Constitution. Et aujourd'hui, il y a des parlementaires qui marchent sur la tête, qui ne savent plus où ils habitent, et qui disent qu'il faut constitutionnaliser le droit à l'avortement. Pauvres crétins! Qu'est-ce que ça veut dire que constitutionnaliser le droit à l'avortement? Ça veut dire que les parlementaires, en modifiant ainsi la Constitution, tout simplement disent « nous renonçons à légiférer dans le domaine et nous confions la compétence à des juges que personne n'a jamais élus ». C'est quand même extraordinaire, c'est cette tradition américaine de l'état de droit, de la rule of law à l'américaine. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire à chaque fois qu'on installe dans la Constitution française des droits individuels. Ce n'est pas du tout la place des droits individuels. Le rôle d'une Constitution, et c'est quand même c'était la tradition française, c'est au passé, eh bien, c'était très différent. C'était faire fonctionner les services publics, organiser les pouvoirs, l'autorité judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Ce n'étaient pas les droits des uns et des autres. La Constitution avait un autre objet et nous avons perdu énormément en voulant faire comme les Américains, en voulant faire un système dans lequel l'individu figurerait, les droits de l'individu figureraient dans la Constitution. Et on vous l'a dit, ça aboutit bien sûr à des dérives complètement grotesques, à commencer par admettre le principe de fraternité. Vous avez une proclamation qui est dans la Constitution, la devise de la République est liberté, égalité, fraternité. C'est déclamatoire. Bien entendu, avant 1971, il n'était venu à l'idée de personne de s'emparer de ces expressions pour en faire ce que vous savez. C'est-à-dire que c'est l'arbitraire total. Alors, le vrai problème, c'est qu'il faudrait vraiment que les gens qui ont un peu d'importance dans les médias, les gens qui ont un peu d'importance en politique, prennent conscience de la situation. Et prendre conscience de la situation, c'est-à-dire essayer d'inverser la doctrine, de cesser d'invoquer l'état de droit et ne pas manquer de tacler toute personne qui en parle. Mais la tradition française
la tradition du droit écrit, la tradition du droit romain ne connaît pas, n'a jamais connu l'état de droit. Laissons ça aux Allemands et aux Anglo-Saxons. Nous avions un droit qui était merveilleusement bien huilé, notamment depuis Napoléon, et nous sommes en train de le démanteler. Et je pense que c'est effectivement une perte énorme, puisque c'est le politique qui disparaît, c'est le politique qui se dissout, et derrière le politique qui se dissout, eh bien, il y a l'arbitraire de juges qui ne sont pas élus, qui pourraient l'être, mais ce n'est pas du tout dans notre tradition, sauf que il paraît que ça n'a pas si mal marché que ça. Les juges français ont été élus en 1790 et jusqu'à l'arrivée de la Terreur. Mais avant l'arrivée de la Terreur, les historiens du droit montrent que ça fonctionnait pas si mal que ça. Alors, je ne suis pas pour le système des juges élus, je ne dis pas du parquet comme aux États-Unis, je ne suis pas tellement pour le système des juges élus, mais si on ne pouvait pas se débarrasser en France de l'état de droit, eh bien il faudrait peut-être qu'on les élise et que les partis puissent dire leur voix et que nous puissions, nous, voter pour l'un ou pour l'autre. Voilà ce qui serait la conséquence de l'état de droit, mais dans la tradition française, et pour la protection, y compris de nos libertés individuelles, surtout lutter contre le concept d'état de droit. Ça n'est pas nôtre, ça n'est pas romain, ça n'est pas français, il faut le démanteler.